Quand Nicolas Joël m'a appelé pour me passer commande de cet opéra, je venais d'avoir la reprise de mon premier opéra, qui était une commande de l'Opéra du Rhin, fin 2006, début 2007, à une époque donc où Nicolas Joël venait d'être nommé directeur de cette maison. Donc j'ai demandé à voir un dramaturge pour parler de texte éventuel pour l'opéra, et il m'a présenté son dramaturge d'alors à l'Opéra du Capitole, qui était Christophe Gristi. On est très rapidement tombé d'accord sur le livret qui traiterait de la vie de Anna Akhmatova. Et il a suivi donc quelques mois, 6-7 mois de travail uniquement sur le synopsis, sur l'histoire. Puis Christophe a commencé à rédiger le livret, et de composition purement musicale, il y a eu à peu près 14 mois, avec entre les deux parties principales un entracte. D'abord un entracte sur scène, mais un entracte qui, moi, m'a permis de composer de la musique d'orchestre, parce que quelque part j'avais besoin de prendre un petit peu mes distances avec la musique narrative pour revenir à une écriture purement musicale, une espèce de pause ou de récréation, donc, qui a été cette pièce que j'avais composée, qui était commandée par la Philharmonie de Berlin. L'intérêt de travailler sur un personnage historique comme celui d'Akhmatova, c'est aussi de prendre une forme de distance et de stylisation. Et je crois que c'est ce qui transparaît magnifiquement dans la mise en scène de Nicolas Joël et dans sa scénographie, qui a été donc travaillée par Wolfgang Gustmann, grand décorateur qui a beaucoup travaillé avec Wildecker notamment. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois Akhmatova qui est omniprésente, par l'utilisation du tableau de Modigliani notamment, et en même temps, ce tableau de Modigliani qui est juste une ligne, qui est juste derrière moi, est une Akhmatova stylisée. Et c'est un peu ça que je voulais réussir dans cet opéra. C'est une Akhmatova qui ne serait pas une Akhmatova trop couleur locale. Du coup, la mise en scène qui est extrêmement objective de Nicolas Joël, extrêmement sobre, correspond tout à fait à la fois à ce que je voulais faire et à une perception que j'ai moi-même de la poésie d'Anna Akhmatova, qui est une poésie très intériorisée. Cet opéra est en fait un opéra qui a un double argument. Le premier argument, c'est la lutte d'un créateur, d'une créatrice pour exister dans un pouvoir totalitaire, en l'occurrence le pouvoir stalinien, et puis les rapports entre une mère, en l'occurrence une créatrice, et son fils, qui est un instrument de pression que Staline a beaucoup utilisé pour essayer d'influencer Akhmatova, ou en tout cas de l'endiguer. Ce qui était intéressant, c'était que finalement le contexte stalinien est là en permanence, mais de façon suggérée. Il y a des scènes démonstratives, l'arrestation de Lev Gumilev, il y a les moments où l'envoyé de Zhdanov vient demander des comptes à Akhmatova, mais on ne voulait pas que l'opéra soit juste une démonstration trop premier degré des terreurs staliniennes qui auraient pu finalement exister sans la personnalité d'Akhmatova. On peut très bien écrire un opéra sur les camps, sur les goulags, sans avoir besoin d'Akhmatova. À partir du moment où on choisit de prendre une personne qui n'est pas neutre, c'est quand même elle qui est le sujet principal de l'opéra et pas le contexte. L'idée, peut-être même l'idée première de cette œuvre, c'était de déplacer des valeurs de choses qui existaient déjà. Quand on va à l'opéra, on est habitué à avoir une ouverture, et puis qui est un moment d'orchestre, et puis après l'action qui se déploie par le mot. L'idée, c'était d'inverser les valeurs là et d'avoir une ouverture qui serait à la fin de l'opéra. Alors évidemment, ce n'est plus une ouverture, c'est presque une fermeture, je pourrais dire, mais qui ne témoignerait pas d'une volonté en fait juste de conclusion, mais qui serait quelque chose qui ouvrirait précisément l'esprit vers l'activité intérieure d'Akhmatova, qui est la poésie. C'est très difficile de parler de poésie en musique. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est par la musique de suggérer une intériorité qui est l'intériorité de la création poétique. Voilà un petit peu comment j'ai été conduit à créer ce long postlude orchestral, qui est une pièce qu'on pourrait même jouer indépendamment quasiment de l'opéra, et qui en fait il apparaît comme une résolution de tout le conflit entre Akhmatova et son fils, et de tout le conflit intérieur d'Akhmatova en tant que poète dans un milieu politique qui ne lui est pas favorable. C'est très étrange comme l'opéra est un lieu de problème en général, parce qu'on a la musique, on a l'action, on a la mise en scène, on a la narration, on a le texte, et l'équilibre de chaque force est un équilibre problématique. Le problème de la relation avec le librettiste, avec le metteur en scène, avec le décorateur. Je dois dire que j'ai l'impression de vivre dans un rêve depuis quelques semaines, dans la mesure où tout cet opéra s'est monté avec une simplicité
et une douceur extraordinaire. Dieu sait que le sujet est difficile, c'est un sujet sombre et dramatique. L'atmosphère de travail était absolument extraordinaire, l'orchestre et les chœurs ont été particulièrement actifs et agréables et positifs. Ce qui fait qu'il arrive qu'on ait des quatuors à cordes qui posent vraiment des problèmes, des tensions quand on veut faire la création, alors que cet opéra est passé entre nous comme vraiment un moment de grâce. J'ai du mal à dire autre chose que cet opéra a été une aventure extrêmement joyeuse, et c'était sûrement nécessaire pour arriver à lutter contre l'émotion extrêmement forte de ce livret.